Bonjour, je m'appelle Kadia Diouf, plus intimement connue sous le nom de Mamie. J'évolue dans plusieurs domaines, donc dans le domaine de la beauté, dans le domaine aussi de l'événementiel aussi, et je travaille aussi dans l'immobilier. Donc je suis un peu femme partout, comme on dit. Je suis là pour faire un témoignage sur ma défunte sœur Dior Keita, qui est décédée du cancer du sein et de l'utérus. Je pense que 5 ans, c'est quand même pour moi aujourd'hui suffisant pour pouvoir essayer de faire le deuil et en partageant l'expérience que j'ai vécue avec ma sœur. Je me rappelle, c'était en mois d'octobre 2015 que ma sœur n'arrêtait pas de se plaindre qu'elle avait le palu, qu'elle avait mal au sein, qu'elle se sentait pas bien. Et moi, étant en France avec ma mère, on était un peu loin d'elle et on pouvait pas du tout savoir exactement ce qu'elle avait. Et au fur et à mesure qu'elle n'arrête pas de décrire ce qu'elle avait, je disais à ma mère qu'il y a un peu, mon sein il coule un peu. C'est là où ma mère, elle me dit, avec mon expérience en tout cas, parce que elle était du corps médical, elle me dit, je pense que c'est pas du tout bon, il faut qu'elle aille faire une biopsie. Et c'est là où on l'a conseillé d'aller le faire. Bon, au début, elle avait un peu peur parce qu'elle disait, ouais, non, si on cherche, on trouve, donc j'ai pas envie de chercher, j'ai pas envie de trouver, j'ai trop peur. Parce que chaque fois qu'on entendait cette maladie-là, les gens ne s'en sortaient pas. Et donc, elle avait un peu peur. Et après sa biopsie, il fallait attendre un moment parce que le médecin était en vacances, l'enveloppe était scellée, donc il fallait attendre pour pouvoir l'ouvrir. Ça a pris énormément de temps. Et c'est là où ma mère me dit, écoute, prends-moi le billet d'avion, je retourne au Sénégal, ma fille a besoin de moi, je vais partir. Et du coup, finalement, on est parti vers une clinique. Certes, ça coûtait un peu cher, mais ça valait le coup d'y aller parce qu'on voulait avoir un résultat. Et avoir une prise en charge rapide surtout parce qu'on se disait si c'était cette maladie-là, plus ça prenait de temps, plus ça l'a gagné. Et c'était exactement ça. Quand on est arrivé, on nous a expliqué qu'elle avait le cancer du sang et le cancer de l'utérus, donc les deux à la fois. Alors ça a été un vrai coup de massue, elle était vraiment stressée, pas bien, ma mère aussi. Moi étant à l'étranger, j'avais beaucoup de regrets. Parce que je disais, je suis restée plus de 10 ans sans venir au Sénégal. Donc 10 ans, ça a été vraiment très proche de ma sœur qui était ma petite maman. Parce qu'on a 17 ans de différence d'âge. Et on a, dans la foulée, comme c'était en clinique, la facture était salée, mais on a pu quand même faire l'intervention rapidement, ce qui veut dire l'ablation du sein et de l'utérus. Et par la suite, ça a commencé par des chimiothérapies. Et j'étais obligée de venir chaque mois. Parce que chaque mois que je venais au Sénégal, même si je restais pour 3-4 jours, ça lui faisait du bien de me voir parce que j'étais là, je la maquillais, je la coiffais. Elle était contente de partir à la Liska, voir les autres personnes, les motiver. C'est vrai qu'elle n'arrêtait pas aussi de me dire oui, telle personne va être obligée de vendre ses habits ou ses bijoux pour pouvoir se soigner. Si tu peux l'aider, aide-la. Donc, en étant malade, elle savait que j'étais là pour elle. Mais elle essayait aussi d'aider beaucoup de gens autour d'elle qui étaient malades. Elle venait me demander des ordonnances, beaucoup de choses qu'on pouvait aider. Vraiment, donc, elle était vraiment altruiste et donnait beaucoup de courage. Elle était très, très, très positive. Et quand elle avait commencé à perdre ses cheveux, quand elle perdait beaucoup de choses, elle me disait juste un truc. Elle me disait, je ne pensais pas toute ma vie qu'avant ma mort, j'allais quand même être handicapée de quelque chose. C'est-à-dire que j'allais mourir en perdant un membre de mon corps. 6 mois après, on a fait des analyses et par surprise, on nous dit que ça va. Maintenant, il faut une radiothérapie pour pouvoir éradiquer tout. D'où viennent nos problèmes après? Parce qu'à l'époque, il n'y a plus de radiothérapie. C'était en panne et c'était galère. Il fallait attendre. On ne sait pas quand, ni comment, quel jour. Pourtant, elle avait réussi à limite gagner cette maladie, c'était une petite victoire, mais il fallait quand même continuer par la radiothérapie. Donc on a beau chercher, on nous a conseillé la Mauritanie, la facture était salée, c'était pas évident. On a essayé par la voie de la France avec les assurances, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé par le Maroc aussi, voilà. C'était très salé parce que j'étais toute seule. Ma sœur n'a jamais travaillé de sa vie.
Donc, j'étais sa seule source de revenus. Donc, moi aussi, ayant ma vie, mes charges, mes enfants, mon foyer à l'époque, c'était pas évident aussi de sortir énormément d'argent comme je faisais parce que ça a impacté beaucoup sur mon couple. De 2016, lors de son opération, et en 2018, tout allait bien. Tout allait bien. Plus de maladies, beaucoup d'espoir. Et pour elle, elle était guérie. Un jour, les maux de tête reviennent. Des maux de tête atroces, des maux de tête par-ci, des maux de tête par-là. Et je lui dis, mais est-ce qu'on retourne pas voir ce qui se passe, voir si on peut voir si c'est pas la maladie qui est revenue, bien sûr. Elle me dit non, tout sauf ça, parce que j'ai trop souffert et tout ça. Et un jour, par justement une amie de la famille qui est venue au Sénégal, qui s'appelait Dr Demiti. C'est une personne qui était venue de l'hôpital de Vannes. Et elle était ici. Plutôt, elle était ici, c'était une dame. Et quand je l'ai contactée, automatiquement, elle m'a dit, bah, venez et tout. On l'a retrouvée à Dantec. Donc, il nous a demandé de faire des analyses. On a fait beaucoup de choses. Et quand on est revenu avec les résultats, elle me dit, ah, il y a des métastases. Donc, c'est revenu. Bon, au début, métastases, je me dis, c'est des micronodules qui sont par-ci, par-là. Donc, je me dis, bon, c'est facile à capter. Elle me dit, écoute, il faut refaire des chimios. Il faut refaire une radiothérapie. J'ai dit, de toute façon, elle l'a jamais fait. Ma sœur qui n'arrête pas de me dire, il se passe quoi? Il se passe quoi? Je lui dis rien, je t'expliquerai dehors. Et en sortant, elle me dit, je veux savoir. Je tiens à savoir. Et je lui dis, bah, apparemment, il y a des micronodules qui sont un peu partis du côté de l'autre sein, qui touchent un peu les poumons. J'ai même pas encore terminé. Elle me dit, stop. Je ne ferai plus de chimiothérapie, je suis fatiguée. C'est bon comme ça. Elle me dit, cette fois-ci, je sens que je vais pas la gagner. C'est avec cette maladie-là que je vais mourir avec. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais non, pour une personne très positive, j'ai dit non. Pour vous dire la vérité, c'est allé très vite. La maladie l'avait tellement gagné, moi je m'en rendais pas compte. Mais je voyais sa transformation de jour en jour. Donc, on a commencé à refaire les soins. On retourne à la clinique. Finalement, on s'est liés même. Ils acceptaient même des fois de la prendre en charge sans que je puisse payer. Parce que la facture était salée. Voilà. En gros, en hospitalisation, si je peux dire, si je peux me permettre, je pense que j'étais entre 723 000 et 1 million par semaine. Je disais pas que j'avais les moyens. En tout cas, toutes mes économies sont passées dedans. J'ai vendu tout ce que j'avais. Je me suis créé des dettes. Mon compte en France était à découvert. Et il fallait que ma sœur, qu'elle soit guérie, en fait. Finalement, on trouvait une alternative. C'était une semaine à la clinique et une semaine à la maison. Donc, quand ça va pas trop, je l'amène. Le médecin me disait, même si tu n'as pas d'argent, ramène-la, tu vas payer après. Et c'est vrai que des dettes s'accumulaient, mais il me donnait la possibilité de payer petit à petit. Je lui montrais pas les difficultés. Il faut savoir que ma sœur ne savait même pas combien je payais. C'est une fois qu'elle a vu la facture à son chevet de lit à l'hôpital. Quand elle a ouvert, elle a vu le prix. Quand je suis arrivée, elle avait déjà ramassé toutes ses affaires. Elle m'a dit, je ne peux pas t'imposer ça. Je ne savais pas que tu payais tout cela. Je pars. Je reste à la maison. Tu ne peux pas. Tu vas détruire ta vie. J'ai dit non. Tu restes. Parce que je ne voulais pas qu'elle soit au courant. La maladie l'a beaucoup gagné. À un moment donné, j'étais obligée de prendre une chaise roulante qu'une amie m'a prêtée. Bien sûr, c'était la chaise de son papa. Après, elle se plaignait des maux de tête. Donc, il faut savoir quand elle a eu, quand ça s'est métastasé, on traitait un peu partout. On faisait des chimios partout. Les cancers du cerveau, on m'avait dit du cerveau, l'autre sein, non, le cancer des os, splénique, je ne connais pas c'est quoi, foie et sang. Donc en gros, il avait 6. Et atrocement, elle a vécu ces derniers jours. Et atrocement. Sa tête, par exemple, était divisée en deux, comme ça. Ses os d'ici,
C'était des boules. Des grosses boules. Et il ne pouvait plus marcher. Il lui arrivait de pisser du sang. Des fois, quand je ne l'amenais pas à la clinique, il y avait un plateau médical à côté où je l'amenais pour qu'on lui fasse les antidouleurs. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de palliatif au Sénégal. Et moi, je trouve ça très dommage parce que l'accompagnement du palliatif est hyper important pour les personnes atteintes du cancer. Ils ont besoin de savoir, ils sont tous dans la panique, ils stressent. Ils vont toujours te demander, est-ce que je vais m'en sortir? Combien de fois je lui ai menti? Combien de fois elle m'a appelé? Je viens parce que je ne voulais jamais la voir couchée comme ça. Et elle me dit, je sais que toi, tu ne vas pas me mentir. Tu penses que je vais m'en sortir? Et puis moi, je lui disais, oui, bien sûr. T'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Et en souriant même, j'avais mes larmes qui coulaient. Et je ressortais automatiquement de la chambre en train de pleurer parce que je dis, elle a confiance en moi. Et je suis en train de lui mentir. Et le fait de lui mentir, en plus, c'était très difficile pour moi parce que les médecins, à un moment donné, le dossier, je l'ai envoyé partout. Hein. Tous les oncologues, ceux que je connais, ceux que je connaissais pas, j'ai eu leur portable, je les ai envoyé ça sur WhatsApp et tout. Ils m'ont tous répondu. Et c'était unanime. Il ne restait pas plus de 3 mois à vivre. Et pendant ce temps-là, ma mère me mettait la pression. Ouais, non, il faut que tu trouves tes sous. On m'a parlé au Maroc, tu peux l'amener là-bas. Elle va se soigner là-bas et tout. Le médecin au Maroc, quand il m'a répondu, il m'a dit, tout simplement, il m'a envoyé un mail et il m'a répondu que si je viens avec elle, je vais juste gaspiller mon argent. Ça sert à rien, c'est trop tard. Mais le plus difficile, c'était de le faire accepter par ma mère, en fait. Parce que ma mère qui n'arrêtait pas de mettre la pression, qui avait de l'espoir un peu partout, qui avait des gens qui venaient même lui dire « Ouais, mais non, il faut aller voir un tel marabout, il le soigne. » J'ai dit « Non, il ne faut pas y aller, c'est médical, il ne faut pas rentrer dans ça. » Donc, j'avais cette guerre avec eux et à un moment donné, je me suis dit « Il est temps que je lui dise la vérité. »